Bienvenue pour le Tour des Stades, votre émission qui débriefe tous les vendredis soirs de National. On était avec Vincent Magnuès comme chaque semaine. Salut Vincent. Salut Manu. Ça va Vincent, vous avez passé une bonne soirée? Ah, c'était une très belle soirée. Une belle soirée de football qu'on a vécue ici au Stade Bauer. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette soirée. 24e journée du championnat national. C'était la dernière journée avant ce qu'on appelle nous le sprint final, c'est-à-dire les 10 dernières journées qui doivent nous offrir des réponses. Le Final 10. Des réponses concernant les 2 accédants et les 6 descendants. Les amis, regarde les résultats de cette 24e journée. Il y a eu des surprises. C'était la soirée des surprises, on peut le dire ainsi. Avec 8 matchs qui étaient à suivre sur FFF TV avant l'affiche Canal Plus Foot qui sera retrouvée lundi 21h. 27 buts inscrits ce vendredi. L'un des plus grands totals de la saison sur une journée. On a eu 3 victoires à l'extérieur et on a eu aussi également 3 nuls, dont un seul 0-0. On va quand même s'en féliciter. Vincent, comme d'habitude, on prend notre petit chariot du National et on va se faire le Tour de France. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, je suis prêt. Allez, c'est parti. Cap désormais sur Châteauroux où la Berrichonne accueillait l'US Concarneau qui était quand même dans une très belle dynamique jusqu'à présent. C'est Châteauroux qui a ouvert la marque dès la 38e minute de jeu par l'intermédiaire de Dame. Derrière, les Castelroussins qui vont se mettre à l'abri à la 50e avec ce but de Ntola. 5 minutes plus tard, c'est Nolan Roux, son deuxième but de cette saison qui permet à la Berrichonne Châteauroux de mener 3-0. Et puis, en seconde période, Concarneau va revenir, va relancer le suspense, notamment avec Amine Boutra à la 64e minute de jeu. C'est son 8e but de cette saison. Amine Boutra qui était resté muet ces dernières semaines. Amine Boutra qui va même s'offrir un doublé à la 80e pour sa 9e réalisation dans cet exercice 2022-2023. Vincent, Concarneau qui rechute et par contre Châteauroux qui vient chercher un succès qui va leur faire énormément de bien, va leur donner beaucoup de confiance. Énormément de bien parce que c'est vrai que Châteauroux la semaine dernière avait relancé Dunkerque au stade Tribu. En revanche, à domicile, cette équipe, elle reste quand même sur 3 victoires et un match nul face à Concarneau en plus que tu l'as dit, c'est une équipe en fait là qui avait repris, qui était revenue en pleine confiance avec ses 3 victoires d'affilée. Stéphane Le Mignan, d'ailleurs en conférence de presse, avait dit se méfier énormément de cette équipe de Châteauroux, même si elle allait, Concarneau avait gagné 2-0. Il avait dit que c'était une des équipes qui lui avait posé le plus de problèmes. Et là aujourd'hui, effectivement, c'est un Concarneau qui rechute. Et un bon sursaut pour la Berrichonne Châteauroux. On a tous en mémoire les propos de Maxence Flachez la semaine dernière au micro d'FFF TV justement dans le Tour des Stades qui disait qu'il n'avait pas aimé les attitudes au sein de son effectif. Il était très en colère. Et bien voilà la réaction en tout cas d'un effectif qui n'a pas lâché son entraîneur et qui continue bien sûr d'espérer pouvoir se maintenir. Ce serait une bonne nouvelle en tout cas pour la Berrichonne Châteauroux. Une descente, ce serait une catastrophe en tout cas pour un club à statut professionnel. Qui était en Ligue 2 la saison dernière et qui avait de grosses ambitions au début de saison et un gros projet sportif. Exactement. Maxence Flachez, justement, qu'on va retrouver en réaction à l'issue de ce match et de cette victoire 4-2 de la Berrichonne Châteauroux. On imagine qu'il a un petit peu plus le sourire cette semaine. Oui, il y a beaucoup de fierté. Je suis très fier de ce qu'ont fait mes joueurs. On était dans une période de reconstruction. On avait perdu à Dunkerque, ça aurait pu mettre un gros coup d'arrêt. Et on a eu pas mal de soucis de blessures aussi ces derniers temps. Donc tout n'était pas favorable en tous les cas. Mais on s'est abrité, on s'est réfugié dans le collectif, dans le groupe. Et ce soir, le travail qui a été fait de la part des garçons a été exceptionnel. Alors certes, on s'est fait peur un peu, encaissé 2 buts qu'on aurait bien pu éviter, mais je crois que je vais surtout retenir les occasions qu'on a pu aussi louper, mais les buts qu'on a marqués. Il y avait l'idée de vraiment fermer ce cœur de jeu, de neutraliser un Boutra qui pouvait travailler entre les lignes. On l'a très bien fait avec Romain, avec Gilles et Sofiane. Donc il y a eu beaucoup de cohésion. Et puis on a exploité à merveille les situations. Je leur avais dit avant le match, il ne faut pas avoir peur de jouer, il faut être juste, avoir de la confiance. On a réussi des choses, on a marqué. Et c'est vrai que quand on marque avant l'adversaire, ça aide aussi. Partons maintenant du côté du stade Louis Dugauguez où Sedan accueillait Bourg-en-Bresse-Péronne. Bourg-en-Bresse-Péronne va revenir qui a perdu son coach la semaine dernière, Alain Pochat, après la défaite dans le derby face à Villefranche. Match nul 0-0, le seul 0-0 de cette soirée, de cette semaine. Et on va tout de suite aller rejoindre Maxime Bettemal en direct depuis le stade Louis Dugauguez pour en savoir un petit peu plus sur le contenu. Est-ce que c'était un bon 0-0 ou un mauvais 0-0 ? Salut Manu, salut Vincent, le chat noir de la soirée. C'est nous 0-0, le seul entre Sedan et cette équipe de Bourg-en-Bresse. Malheur au vaincu, en tout cas, pas mal d'enjeux et pas mal de peur dans cette rencontre entre une équipe sedanaise qui ne va pas très bien depuis 15 jours de défaites consécutives et c'est l'équipe de Bourg-en-Bresse qui a connu pas mal
de mouvement, aucune victoire depuis un mois et ce changement de coach donc avec le départ d'Alain Pochard en début de semaine et donc cette intendance du duo Jean-Paul Ancien et Benjamin Cornet qui est concrétisé ce soir, pas par une victoire mais par un point qui pourrait être salvateur pour la suite des événements. Les Bressans qui ont eu peur en début de rencontre avec une première occasion sedanaise un peu chanceuse, un peu hasardeuse en tout cas sur ce centre dévié par le défenseur qui met cette balle juste en haut de sa barre transversale. Pourtant, ils ne sont pas été en remordre les Bressans dans cette première période. Il y a quelques situations et quelques alertes pour Geoffrey Lambé qui a tenu la cage sedanaise inviolée à la pause, 0-0. Ça le sera d'ailleurs en deuxième mi-temps malgré quelques offensives et quelques contres à l'image d'une reprise à côté d'Antoine Mille ou encore en fin de match. À l'inverse, les Sedanais s'en sont remis à quelques situations et encore une fois sur des coups de pied arrêtés à l'image d'un corner direct tenté par Jérémy Bekeshi que Franck Lostis a dévié tout juste au-dessus de sa barre transversale. Au final 0-0. Alors est-ce que ces deux équipes se sont rassurées ? Peut-être pas. En tout cas le compteur est à nouveau débloqué pour ces deux formations. Sedan reste dans la première partie de tableau, même si la première partie de tableau c'est déjà la lutte pour le maintien, 5 longueurs d'avance sur le premier relégable. Bourg-en-Bresse ne sort pas de cette zone rouge au vu des autres résultats du soir, mais peut-être à trouver un petit peu de sérénité et quelques gages de certitude notamment défensive. Il va falloir exploiter et confirmer ça pour les Bressans la semaine prochaine à domicile, et là ils ont le plus de difficultés cette saison face au Red Star. Pour la formation sedanaise, c'est un déplacement à Orléans qui les attend vendredi prochain. Vincent, Bourg stoppe l'hémorragie après une série qui a été vraiment difficile et j'imagine que vous allez y revenir. Pour le coup, Sedan voit la montée s'éloigner encore un petit peu plus. Ouais, même s'il n'y a pas eu victoire ce soir pour Sedan, en tous les cas, ils ont rayé une série de défaites d'affilée. Il reste 10 matchs aux Sedanais pour espérer encore quelque chose, parce que mathématiquement, c'est toujours possible. Et c'est vrai, quand tu dis que on va y revenir forcément, parce que Bourg, ça fait toujours de la peine de voir des coachs partir. Ça fait quand même un paquet d'entraîneurs qui sont démis de leur fonction cette saison. Alain Pochard, on aime beaucoup Alain Pochard, donc forcément, ça fait toujours de la peine. Je pense qu'il va très vite rebondir. Il va retrouver un nouveau challenge et j'en doute pas. Et pour autant, le choc psychologique, alors oui, on peut dire que c'est un match nul à l'extérieur, c'est peut-être un bon match nul, je sais pas, j'ai pas vu le contenu, mais en tous les cas, ça donne quand même 5 matchs sans victoire pour Bourg. Exactement, et comme vous le disiez Vincent, une dernière victoire à l'extérieur le 25 novembre. Ouais, c'est dire en tout cas s'il y avait un gros défi en tout cas pour les Burgiens, une pensée forcément pour Alain Pochard. On imagine un autre destin pour Alain Pochard du côté de Bourg-en-Bresse-Péronnas, à voir désormais là où il pourra rebondir. Un coach iconique du championnat de national qu'on avait découvert à Bayonne il y a maintenant une décennie et qui depuis a eu des résultats partout où il est passé. Quelques réactions, Maxime Bettman a son habitude à laisser traîner son micro en zone mixte à l'issue de ce match. Bon, on retient que quand on ne peut pas gagner un match, il faut savoir ne pas le perdre. Et là, c'est ça, c'est que compliqué d'aller chercher cette victoire. On a eu quelques situations intéressantes. Ils ont eu 2-3 contres aussi où ils auraient pu aussi ouvrir le score. Donc je pense que on ne pouvait pas aller chercher plus qu'un point là ce soir, parce qu'il nous a manqué trop de choses dans l'avant-dernière passe, dans la dernière passe, dans le dernier geste, surtout dans les 30-35 mètres adverses. On est tombé contre une équipe qui a joué bloc bas, qui nous a laissé la possession. On arrivait à faire circuler le ballon pas trop mal, il y a un peu plus de rythme en deuxième mi-temps, mais après il nous manquait la percussion qu'on avait à un certain moment, notamment sur les côtés, pour emmener les ballons devant le but, et on l'a retrouvé que rarement ce soir, donc c'est pour ça que c'était compliqué d'aller marquer un but. C'est un bon point de prix, avec une manière et des valeurs qui correspondent à une situation de maintien qui va être difficile dans une poule très compliquée. Donc je pense que ces valeurs de solidarité, ces valeurs de cohésion, ces valeurs de courage, plus un clean sheet qu'on n'avait pas fait depuis le mois de novembre, c'est encourageant pour la suite. Alors effectivement, on peut toujours être un peu frustré de 2-3 situations de transition qui manifestement auraient pu, entre guillemets, rapporter plus. Mais sur l'ensemble du match, je suis très content de mon équipe, je suis très content de mes joueurs, je suis très content de mon staff. Et c'est pas illogique par rapport à Sedan que ça se finisse par un nul. La difficulté, c'est qu'il y a eu 4 entraînements. La difficulté, c'est qu'on est dans une course contre le temps et dans une course au point. Donc, et que dans les axes de progrès, il y avait mieux défendre ou bien défendre pour mieux attaquer. Si on continue de bien défendre, on prendra des points. Et si on continue de bien défendre et de mieux attaquer, on prendra des victoires.
Voilà, c'est un peu cette logique-là. On a parlé du pays de Brest, Vincent. On va tout de suite partir dans le Beaujolais où Villefranche accueillait l'US Orléans du côté du stade Armand Chouffet, où Dimitri Christo justement commentait la rencontre et va tout de suite nous proposer le résumé du match qu'il a vécu avec cette victoire des Guêpes orléanaises 2-1. Bonsoir Dimitri, racontez-nous ce que vous avez vécu pour nous sur FFF TV. Et bonsoir du côté de Villefranche où on a connu un match crucial pour le maintien. On l'a vécu avec les Caladois et les Orléanais. À ce petit jeu-là, c'est Villefranche qui a bien débuté sa rencontre en ouvrant le score à la 17e minute de jeu par Rémi Bonenfant. Un magnifique coup de tête sur un service sur coup franc de Rémi Sergio. Et puis Orléans n'a pas abdiqué du tout, se créant quelques occasions, notamment une magnifique occasion de la part de Berthier qui va échouer sur la barre transversale. Puis en seconde période, c'est Orléans qui va avoir le dessus tout de suite, clairement. Et logiquement, ils vont égaliser par Fortuné sur penalty suite à une faute de main dans la surface de Idriss Abba. Et ils vont doubler la mise par Adrian Dabas qui fait mal à ses anciens partenaires de la Calade. Et c'est lui qui va doubler la mise 2-1 suite à ce but d'Adrian Dabas. Villefranche va pousser dans les derniers instants, mais beaucoup de frustration ici au stade Armand Chouffet de la part des Caladois. À noter même un carton rouge direct pour Jimmy Nirlo lors du coup de sifflet final. Vincent, Villefranche a mené dans cette partie, comme vient de nous le dire Dimitri, mais surtout Orléans a réussi à opérer la bascule et surtout à relancer, on l'espère pour eux, en tout cas une série positive. Ouais, parce que la semaine dernière, c'était quand même une mini surprise de les voir, de les voir perdre à domicile face à Saint-Brieuc. Là, aujourd'hui, avec ce but encaissé, même s'il y a victoire, c'est 5 buts encaissés sur les 3 derniers matchs pour la meilleure défense. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. En tout cas, ils ont réussi à aller s'imposer à Villefranche, qui est quand même... pas un exploit parce que c'est quand même Orléans, mais en tous les cas c'est une belle opération. Ils repassent, ils se donnent un petit peu d'air au classement et puis ils mettent fin à une série de 7 matchs sans défaite pour les hommes de la Major qui auraient pu aujourd'hui réaliser aussi un beau coup et se donner un peu plus d'air. On revient en région parisienne pour évoquer le match entre le Paris 13 Atlético et le FC Martigues. Le Paris 13 Atlético, Vincent, qui avait pris les choses, le taureau par les cornes et ce match par le bon bout, puisque c'est Kikonda à la 20e minute de jeu qui a ouvert la marque pour les Gobelins. Derrière, Martigues va réagir, doublé de Tlili, l'une des belles révélations de cette saison 2022-23, avec la 68e minute de jeu, son 7e but de cette saison. Tlili qui va même s'offrir un doublé à la 76e minute pour sa 8e réalisation dans ce championnat. Et puis pour le Paris 13, Farage sur penalty vient offrir le point du match nul au Paris 13 Atlético. Écoutez, après la défaite de Martigues à domicile lundi contre le Red Star, Martigues est allé chercher un bon point, aurait pu même mériter mieux, espérer mieux en tout cas de ce match. Un bon point parce que les conditions quand on joue Paris 13 et surtout à Boutroux, c'est toujours compliqué d'aller s'imposer là-bas. Je crois qu'il y a que Cholet Oui, c'est vrai. Peut-être Cholet Concarneau. Faudra que j'en regarde. Là, j'ai un petit trou, mais en tous les cas, il n'y a pas beaucoup qui sont allés s'imposer. Et puis surtout, il fallait réagir après cette première défaite à domicile la semaine dernière, lundi, sur le match décalé face au Red Star. C'était une belle réaction. Et pour les joueurs du Paris 13, on dit souvent en fait que le maintien va passer par les matchs à domicile. Il reste encore 11 matchs parce qu'il y a un match retard pour le Paris 13, mais ça sera face au Red Star. Et les matchs à domicile vont être très très importants dans cette course à la montée, même si on les voit quand même un petit peu distancés au niveau mathématique. Rien n'est fait encore. Ouais, les équipes un peu en fond de classement, en tout cas, n'ont pas dit leur dernier mot et ces dernières semaines vont chercher des bons résultats face à des cadors de ce championnat national. C'est quand même un bon signe. C'est signe que tout va se jouer jusqu'à la 96e minute de la 34e journée, mais ça on va y revenir tout à l'heure au moment du classement. Vincent, on va basculer tout de suite sur un autre match qui avait lieu en région parisienne. Quel match incroyable auquel on a assisté ici même au Stade Bauer. Le Red Star qui accueillait le Puy Foot, le Red Star qui était allé l'emporter lundi face au FC Martigues pour relancer une bonne série après sa défaite ici même contre l'US Avranches Mont-Saint-Michel. Et puis le Puy qui est peut-être dans sa meilleure série cette saison, qui restait sur 3 matchs sans défaite, une victoire la semaine dernière à domicile contre Sedan, et qui devait là encore une fois prendre des points pour espérer assurer sa mission résurrection, sa mission maintien à l'issue des 34 journées du championnat de national. C'est le Red Star qui a fait la meilleure entame dans un match quand même, il faut le dire,
très plaisant d'un point de vue technique, très maîtrisé en tout cas. On a vu une très très belle partie de football, un match très équilibré. Le Red Star a été le plus dangereux en première période, mais va subir l'ouverture du score à la 28e minute de jeu. Butel relâche le ballon après une frappe des Poneaux. Rivera traînait par là, son deuxième but cette saison pour le petit génie stéphanois. Le Red Star derrière va se réveiller après 2 passes en partant des buts de Butel. Ben Ali va donner le tournis à la défense et aller inscrire son 3e but, celui de l'égalisation, son 3e but cette saison. Puis 2 minutes plus tard, temps fort odonien converti, une séquence de possession de près de 40 secondes. Ben Ali, à la réception d'un centre de Doucouré, réalise le doublé comme face au FC Borgo au mois de décembre dernier. Derrière, Kémo Cissé fait un joli numéro aussi également à l'entrée de la surface. Le poteau prive alors le Red Star du but du break. On en est à 2-1 à la mi-temps. Et au vu des résultats à la pause en national, on se dit que le Red Star est en train de réaliser le gros coup de cette 24e journée. Mais en deuxième période, les hommes d'Habib Bey vont s'éteindre et le Puy va insister sur un couloir droit odonien plus en difficulté. Le nouvel entrant Sangaré vient égaliser à la 70e minute suite à un cafouillage sur corner. Et puis 8 minutes plus tard, suite à un excellent travail de Ndiaye côté gauche, une tête piquée au premier poteau qui ne laisse aucune chance à Butel et offre notamment le doublé justement à Sangaré. Victoire finale 3-2 pour des Poneaux qui ont réussi à renverser le scénario. On le signale là, on n'a pas les images, mais que bien sûr il y a eu aussi également un match interrompu en fin de match, puisque le Cop Rino della Negra, Cop illustre et iconoclaste du côté du Stade Bauer, a jeté des projectiles sur cette pelouse, sans doute dû à la frustration, mais il faudra attendre de voir les éventuelles sanctions vis-à-vis du Red Star, car il y avait un sursis au niveau de ce Stade Bauer, et c'est pas la bonne nouvelle non plus également de cette soirée. Vincent, le Red Star rechute à domicile 2 semaines après la défaite contre l'US Avranches-Mont-Saint-Michel, et le Puy qui entame sa meilleure série de la saison au meilleur moment, à l'entame du sprint final. Ouais, dans ce match, je dirais qu'on a vu en un match, on a vu 3 matchs. On a vu une super entame de match des Odoniens avec 2 grosses situations sur lesquelles il a fallu un très bon Miaras pour s'imposer et pour écarter le danger par 2 fois. Ensuite, l'ouverture du score. Là, le deuxième match commence, et l'ouverture du score de Rivera, l'excellent. Excellent, l'excellent. La révélation. Sorti sur blessure, mais voilà, en tout cas, excellent, très bien remplacé d'ailleurs par Lambeza aussi, qui a fait une très belle rentrée. Mais au moment où Rivera ouvre le score, derrière, le Red Star reprend un peu le dessus, et puis là on voit un Red Star en fait des grands soirs avec un Ben Ali extraordinaire. Et derrière, il y a peut-être encore 1 ou 2 situations qui auraient pu faire en sorte que le Red Star gagne ce match, parce qu'à 3-1 ou 4-1, je pense pas que les Poneaux auraient été capables de revenir. Et puis, donc, je disais, ce 3e match en un match, il intervient dès le début de seconde période. En fait, on voit qu'une équipe, c'est le Puy, même sans être réellement dangereuse. Pardon, cette équipe, elle a eu le monopole du ballon, elle a maîtrisé, elle a été encore une fois très très bonne techniquement, et puis elle a su marquer 2 buts par l'entrant Sangaré, et puis voilà, une belle victoire des Poneaux, comme tu l'as dit, qui gagnent au très bon moment, parce que du coup ils sont dans une série aussi positive. Donc forcément, cette équipe, avec les qualités qu'elle a, je vois pas comment elle peut pas s'en sortir. Ouais, exactement. En tout cas, les Poneaux qui ont montré de très très grandes choses sur une très belle pelouse du stade Bauer. C'est vrai qu'il y a Vincent, la bascule à l'opère vraiment sur cette seconde période. On n'a pas reconnu le Red Star. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un péché de suffisance? On verra avec les explications sans doute dans quelques instants de Habib Bey. On va déjà écouter les explications du vainqueur ce soir. C'est Roland Vieira, le coach Pono, qui réalise une sacrée opération au soir de cette 24e journée, et qui forcément était très satisfait de la copie rendue par ses joueurs. Écoute, je te rejoins totalement. Moi, je suis un supporter du football, et ça fait partie des rendez-vous que j'attendais, parce que voilà, on voit des choses qu'on ne voit pas d'habitude en national, même encore plus haut, parce que je trouve que l'ambiance elle est magnifique, et je pense qu'on a produit un beau spectacle pour les spectateurs, un match renversant, avec d'abord on menait au score, après on perd et on arrive à gagner sur la fin. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que je pense qu'on a répondu à l'événement, et on a montré un beau football. On pouvait profiter des choses, on avait montré une belle mi-temps, on avait été sur 10 minutes un peu absent, et on aurait pu se faire punir encore plus même sur ces 10 minutes, et on est rentré nous avec un bon état d'esprit, et peut-être que eux un peu plus facile sur la deuxième mi-temps. Ça nous a permis de nous mettre en confiance et de voir qu'il y avait la place, mais on l'avait vu aussi
aussi sur la première mi-temps. Donc voilà, on a pris confiance et on a été capable de gagner le match qu'on avait dit à la mi-temps. On venait pour gagner ici et pas simplement se contenter du match nul si on avait la possibilité de le faire. C'est un travail qu'on fait avec Olivier et toute l'équipe dirigeante où on maintient justement tous les joueurs. On a passé des moments difficiles, on s'est accroché avec certains joueurs, mais aujourd'hui le groupe vit très très bien. Et les joueurs qui font le travail avant, je pense au travail d'Otman Dadoun qui a pesé sur la défense aussi et qui est capable d'ouvrir à IB après sur la suite. Je pense aussi à Bilal qui est sur le côté, avec qui on a passé des moments difficiles mais qui travaille bien et qui mériterait rentrer. Arsène qui revient aussi bien. Donc pour nous c'est important, il faut que tout le groupe réponde et qu'on soit capable de tous être là pour jouer notre maintien. Après Roland Vira, honneur aussi également et micro tendu à Habib Beye avec ces images qui nous ont été fournies par Thomas Hernu notamment du côté du club du Red Star. Habib Beye, on l'imagine forcément déçu à l'issue de cette rencontre. C'est assez inexplicable d'avoir eu un trou comme celui-ci. Je pense que on a eu du mal à se mettre en jambes. Je pense que c'était peut-être le fait d'avoir joué lundi, mais on était sûr que l'équipe avait été régénérée et que physiquement ils étaient bien. Et ils l'ont prouvé justement sur les 20 minutes de la première mi-temps. On a été capable de remettre de la pression, capable de garder le ballon, de verticaliser un petit peu. Et puis fort logiquement, on a marqué 2 buts. Et c'est vrai qu'on ne pensait pas avoir ce trou d'air en seconde période, donc c'est assez inexplicable. Ouais, peut-être mentalement, après j'ai tendance à pas croire à ça, mais c'est sûr qu'on a fait des erreurs aussi ce soir individuelles qui nous coûtent. Et puis après, collectivement, on n'a pas été en alerte par rapport à cette deuxième mi-temps. Clairement, à l'image du coup de pied arrêté, c'est un coup de pied arrêté où tout le monde est à l'arrêt, c'est un ballon qui tombe dans notre surface. On a la chance qu'ils ne la mettent pas au fond dans un premier temps, et puis même après, sur le deuxième temps, on n'y est pas, quoi. Donc c'est tous ces éléments qui ont fait que ce soir, encore une fois, on n'a pas joué pendant 90 minutes et ça nous coûte. Donc voilà, il va falloir aller à l'extérieur, récupérer les points encore perdus, même si ça ne se récupère pas, mais il faudra aller faire une grosse performance la semaine prochaine parce qu'encore une fois, on est très inconstant sur l'année 2023. Allez, cap désormais sur les Pays de la Loire, le SO Cholet qui accueillait l'équipe en forme du moment, l'AS Nancy-Lorraine de Benoît Pedretti. Eh bien, ce match est soldé par un match nul, 1 but partout. On va tout de suite prendre la direction de Cholet où nous attend notamment Jérôme Lecomte. Bonsoir Jérôme, racontez-nous un petit peu le contenu de cette rencontre. Bonsoir Manu et bonsoir Vincent. C'est sous des trompes d'eau que le SO Cholet et l'AS Nancy-Lorraine se sont affrontés dans ce qu'on peut appeler un choc de cette 24e journée, étant l'AS Nancy-Lorraine avançait confiant face à un SO Cholet un tout petit peu moins confiant et qui marquait le pas. Ceci étant, c'est Nancy qui se crée la première occasion et notamment avec ce but refusé. Et puis c'est Cholet qui va inscrire ce premier but, l'œuvre de Milan Robin, l'ancien Messin. Égalisation dans la foulée de Lamine Cissé. Voilà pour résumer cette première mi-temps. Une deuxième mi-temps, Stéphane Rossi, où Cholet aurait pu même prendre les 3 points. Oui, aurait pu, aurait dû, parce qu'on a des occasions et des situations qui nous auraient permis de gagner le match. Mais bon, on ne fait pas du football fiction, il faut juste mettre les occasions au fond. Voilà, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs aujourd'hui. On s'est un peu réconcilié avec ce qu'on fait d'habitude. Et frustré parce que, au regard de la deuxième mi-temps, je pense qu'on méritait de gagner ce match. Mais voilà, il va falloir continuer d'avancer et aller à Bastia-Borgo pour prendre les 3 points. C'est statu quo malgré tout, là avec les résultats de cette 24e journée. Je pense notamment au Red Star, à Martigues, là aussi qui marque le pas. Mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est le signe que dans ce championnat, rien n'est facile pour personne et qu'il faut batailler tout le temps. Ce soir, on a bataillé sur un terrain très compliqué et ça sera comme ça jusqu'à la fin. C'est les équipes qui ne lâcheront pas seront récompensées. Celles qui lâcheront, à un moment donné, elles seront punies. C'est comme ça. Voilà messieurs, un partout entre le SO Cholet et l'AS Nancy-Lorraine. Ce championnat est vraiment fou, mais on retiendra bien sûr que Nancy n'a toujours pas perdu depuis que Benoît Pedretti est en place à l'AS Nancy-Lorraine. Merci beaucoup Jérôme. Vincent, Nancy qui poursuit sa série d'invincibilité sous l'ère Benoît Pedretti. Ouais. On ne sait plus trop ce que joue véritablement Nancy. C'était un peu la question qu'on se posait déjà la semaine dernière. Alors c'est vrai qu'il disait Benoît Pedretti que pour l'instant il prendrait les matchs après les matchs parce qu'en fait cette équipe elle revient quand même de très loin. Là aujourd'hui depuis que Pedretti est en place, il a fait 4 matchs à l'extérieur, un seul match à domicile, mais en tous les cas c'est 5 matchs sans défaite. À Cholet c'est pareil, hein, c'est jamais évident d'aller s'imposer. Donc je dirais que pour Nancy c'est quand même un bon point
points de prix. Pour Stéphane Rossi, il avait aussi annoncé que ce match pouvait être un tournant, soit regarder vers le haut, soit regarder vers le bas. Ce match nul va pas l'avancer plus que ça, mais en tous les cas, c'est une équipe de Cholet, vu les résultats de ce soir, qui reste encore toujours un petit peu dans la course quand même pour la montée. Ouais, parce qu'on verra à la fin, mais devant ça a fait du surplace Exactement. notamment, et du coup c'est pas une si mauvaise opération pour les Sochaux-Cholet. L'opération aurait pu être meilleure bien évidemment en cas de victoire. Allez, on sort des Pays de la Loire, Vincent, on prend l'autoroute direction la Bretagne, le Stade Briochin qui accueillait l'USL Dunkerque. Mathieu Chabert, on en a parlé la semaine dernière, qui a pris la relève de Romain Révelli sur le banc des Maritimes dunkerquois. Ça s'est soldé par une large victoire à l'extérieur, la plus large en tout cas dans cette 24e journée. Dunkerque s'impose 3-0. Est-ce que ça vous dirait pas qu'on aille prendre l'avis d'un revenant, monsieur Gaëtan Pinel, qui nous attend du côté de Fred Aubert? Bonsoir Gaëtan, racontez-nous un petit peu l'issue de cette rencontre, mais surtout le contenu qui nous intéresse toujours. Belle première pour Mathieu Chabert avec l'USL Dunkerque, victoire 3-0 à Saint-Brieuc avec un doublé de Sami Bagdadi, ses 8e et 9e buts de la saison en national. L'un en fin de première période, l'autre en début de seconde. Un but aussi pour Ludéric Etondé, son premier avec les Maritimes, entaché certes d'une position de hors-jeu, et une large victoire donc de Dunkerque à Saint-Brieuc pour des Griffons qui rechutent après 4 matchs sans défaite et une victoire la semaine dernière à Orléans. Ça s'arrête la série pour les hommes de Karim Mokedem qui voit à nouveau la zone le premier non relégable s'éloigner à 7 longueurs. Les Briochins restent dans la zone rouge, des Briochins impuissants ce soir face aux hommes de Mathieu Chabert qui sont venus punir une équipe en manque d'idées offensives malgré les changements opérés en seconde période, malgré aussi l'entrée d'Emeric Gomis, double buteur une semaine plus tôt à Orléans. Saint-Brieuc concède la défaite à la maison. Saint-Brieuc concède la défaite avant un derby sur la pelouse de Concarneau la semaine prochaine. Vincent, coup dur on imagine pour Saint-Brieuc qui à 11 journées de la fin vient se faire étrier comme ça 3-0 sur sa pelouse. Le choc psychologique semble avoir opéré. On a maintenant une réponse, en tout cas avec l'arrivée de Mathieu Chabert côté Dunkerquois. Ouais. Parce que effectivement Mathieu Chabert, il est arrivé la semaine dernière. Alors je disais, je m'étais fait la réflexion. En fait, il arrive la semaine dernière, alors qu'il était à Châteauroux en début de saison. Il arrive. Le premier match, c'est face à Châteauroux. Il bat Châteauroux, donc il relance Dunkerque parce que le nombre de matchs que les supporters dunkerquois ont attendu pour renouer avec la victoire à domicile, il était quand même assez important. Victoire à l'extérieur aujourd'hui face à Saint-Brieuc où le coach Karim Mokedem était son adjoint à Châteauroux l'année dernière. Forcément, la Dunkerque. Maintenant aussi, là je pense que c'est le très gros coup de la soirée, c'est pour Dunkerque, puisque là en fait ils sont vraiment pas décrochés et qu'ils ont déjà entamé une série très positive avec cette victoire à Saint-Brieuc aujourd'hui. Et pour Karim Mokedem, j'espère que pour ces joueurs, ça sera pas un véritable coup d'arrêt, parce qu'ils étaient quand même sur une sacrée série de matchs sans défaite à domicile, 5 matchs sans défaite, et puis une belle victoire, surtout la semaine dernière à Orléans. Donc aujourd'hui, il va falloir, pour eux aussi, il reste 10 matchs, il reste 30 points à prendre, et eux aussi. Alors c'est vrai que je dis que beaucoup d'équipes sont capables de s'en sortir. Tout le monde ne pourra pas s'en sortir, mais en tous les cas, il va y avoir grosse bataille, parce qu'il y a vraiment beaucoup de qualité, même chez les équipes qui jouent le maintien. Ouais, et vous avez raison, Vincent, l'enseignement principal de ce match, c'est que Dunkerque se rapproche du podium où ça s'est resserré en attendant le match de Versailles ce lundi. Mais Dunkerque reprend espoir en tout cas dans cette course à la montée, et ça sera intéressant bien sûr à suivre avec ce nouveau coach Mathieu Chabert qui connaît les ingrédients. Oui. Il l'a fait avec Béziers, il l'a fait avec le Sporting Club de Bastia, et pourquoi pas la passe de 3. Donc je crois que seul Olivier Frappoli a fait monter 3 équipes de National League 2 dans l'histoire en tout cas du championnat. Le hasard a fait que ce tour des stades va terminer par 2 cartons. On a vu le premier carton, celui de Dunkerque sur la pelouse de Saint-Brieuc, et on va terminer sur un deuxième carton et un match qui, là Vincent, il y aura beaucoup de choses à dire avec cette victoire de l'US Avranches Mont-Saint-Michel à domicile du côté de René Fenouillère, 4-0 face au Mans. On s'est posé la question, Vincent, la semaine dernière de savoir si c'était la crise au Mans. Je pense qu'on a une réponse un peu plus globale désormais, mais avant d'en parler, je propose tout de suite qu'on aille rejoindre Aurélien Renaud qui commentait cette rencontre pour nous du côté de René Fenouillère et qui va nous détailler justement le contenu de cette rencontre. Bonsoir Manu, bonsoir Vincent. Ce soir, l'US Avranches et le Mans FC passaient un test. Les deux formations avant cette 24e journée comptaient le même nombre de points en championnat, 30 exactement. Les deux équipes étaient donc en quête de prendre un petit peu d'air sur la zone rouge. Et à ce petit jeu-là, c'est l'US Avranches qui est sorti avec le sourire, avec un large sourire, une victoire à l'arrivée, 4-0. Il faut savoir qu'avant cette rencontre, le Mans FC restait sur 4 matchs sans victoire. Une série qui s'est étirée ce soir en Normandie à 5. De ce côté, l'US Avranches
avait remporté ses 2 dernières rencontres. La première au Red Star, la deuxième ici même à René Fenouillard face au Paris 13 Atlético sur le score de 3-0. Et donc les Normands ont récidivé. Le grand bonhomme de cette soirée, c'est indéniablement Godwin Koyalipou qui aurait pu marquer d'ailleurs à nouveau très tôt dans cette partie aux alentours du quart d'heure de jeu sans un Nicolas Kossic déterminant, mais c'était partie remise pour l'US Avranches qui débloquait le score grâce à Mehdi Boussaïd à la demi-heure de jeu. Quelques instants plus tard, Godwin Koyalipou nous offrait certainement l'un des plus beaux buts de cette 24e journée à la réception d'un superbe centre de Bastien Launay. Le Mans FC, déterminé à revenir en seconde période, n'a jamais eu les armes, n'a jamais eu la possibilité de venir mettre à mal cette équipe avranchinaise qui s'est même permis dans les derniers instants de marquer 2 nouveaux buts. Un nouveau but de Godwin Koyalipou, 3 doublés de suite en national, 7 buts marqués, 2 passes décisives depuis son arrivée. Le grand bonhomme donc de cette US Avranches version 2023 et qui s'est même permis à la fin du match de servir l'entrant Charles Boateng pour le 4-0. L'US Avranches a pris 9 points sur les 3 dernières sorties. Du côté du Mans FC, il va falloir commencer à s'inquiéter certainement un petit peu. Merci beaucoup Aurélien. Vincent, c'est la crise au Mans. On ne peut pas dire autre chose ce soir. Dès l'instant où une équipe comme le Mans, avec les ambitions qu'elle avait, les ambitions qu'elle a toujours avec ces 5 matchs là, donc 6 matchs maintenant sans victoire, une équipe qui prend 4-0 à Avranches, donc une équipe qui marque pas alors que c'était avant cette journée, c'était la meilleure attaque de championnat avec 36 buts marqués. C'est quand même assez énorme et c'est vrai que là on sent quand même une très grosse fébrilité. Réginald Deray, en fait, en conférence de presse, avait dit que s'il devait s'en sortir, en tout cas sortir de cette petite crise, c'était collectivement. Aujourd'hui, je pense pas. Mais j'ai pas vu le contenu, j'ai pas entendu ce qui s'est dit, mais quand on prend 4-0, forcément collectivement, c'est qu'il y a eu forcément des manques. Après, encore une fois, ils sont allés chez les Avranchinais en pleine confiance, qui restaient sur 2 victoires d'affilée avant ce match, une victoire surtout ici au Red Star la semaine dernière, enfin il y a 15 jours, et donc de fort belle manière. Donc forcément, des Avranchinais qui sont en regain de confiance et qui vont peut-être, pourquoi pas, essayer d'aller titiller un peu plus vers le haut, même si on va pas forcément parler de montée. Mais effectivement, comme tu l'as dit, des Manceaux en fait, qui traversent quand même une belle petite crise. Ouais, exactement. Pour compléter ce que vous venez de dire, ce parcours avanchinais, on leur souhaite que ça se termine ainsi, rappelle un peu la dernière saison de Damien Hoth à la tête justement de l'USA MSM, où ils avaient été longtemps relégables. Et puis, par une très très belle série en deuxième partie de saison, ils s'étaient invités pour terminer dans la première moitié de tableau. Donc c'est en tout cas la série qui est en train de prendre forme du côté de l'USA MSM. Et pour revenir sur les propos de Réginald Deray dont vous parliez, la semaine dernière, il l'avait très bien dit justement dans le tour des stades, il avait dit je suis plus là pour faire du beau jeu. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est d'autres valeurs beaucoup plus combattantes en tout cas pour ces joueurs, pour pouvoir maintenir le club du Mans en national, parce qu'il y a un monument en péril. Et comme l'a dit Réginald Deray, c'est des salariés, c'est des personnes aussi également qui sont impliquées pour le moment dans un terrible fiasco. On espère qu'on ne parlera pas de fiasco au soir de la 34e journée pour le Mans. Ouais, parce que bien souvent, quand on prend des équipes comme Orléans, comme le Red Star, en fait, toutes les équipes qui ont le statut professionnel et qui sont en difficulté, en fait, à chaque fois les gens disent ouais, en fait, si on descend et qu'on perd le statut pro, les joueurs vont partir. Ok, ça, il y a pas de souci, les joueurs on va pouvoir en retrouver. Comme tu le dis, Manu, c'est dans ce genre de cas, en fait, c'est plein de gens qui sont salariés du club et qui vont perdre leur emploi pour la plupart. Exactement, voilà. Réaction attendue du côté des 100 et or, des Manceaux. On imagine la tristesse des supporters en tout cas ce soir. Petite réaction, Aurélien Renaud qui a laissé traîner son micro bien sûr du côté de Fenouillard comme à son habitude. Manu, Vincent nous a rejoint ici dans la zone presse du stade René Fenouillard, l'homme de cette soirée, l'homme des dernières semaines, et j'ai envie de dire Godwin Koyalipou, bonsoir. Bonsoir. Godwin, c'est quoi le secret de ces débuts à Avranches? On en est déjà de votre côté à 7 buts et 2 passes, encore un doublé ce soir, 3 de suite. J'imagine que c'est difficile de rêver d'aussi bons débuts dans un nouveau club. Totalement. Après, le secret, c'est être croyant. Moi, je crois en Jésus, c'est mon Dieu, donc j'ai la foi. Et après, je travaille beaucoup à l'entraînement, donc ça fait que ça paye. Le travail, il paye. Sur ce match précisément, racontez-nous un petit peu déjà vos 2 buts. Le premier, magnifique, avec un beau centre qui vient de la droite. Bien sûr. Tout ça, on travaille à l'entraînement avec le coach, circuit de passe, ça fait que j'étais déjà préparé. Je savais que la balle allait arriver et vu que je l'ai travaillé, forcément, ça devient plus facile pour moi de la placer là où je veux et c'est ce qui s'est passé. Il y a la confiance qui est assez vite revenue. On avait noté le match contre Sedan où, de manière générale, vous et vos coéquipiers n'aviez pas eu de réussite. Vous avez rapidement relevé la tête. Totalement, il fallait relever la tête parce qu'on n'avait pas le choix et travailler encore plus dur pour pouvoir gagner des matchs et c'est ce qu'on a pu faire. En ce moment, on est très en confiance, donc
espérons que ça continue et ça doit continuer de toute façon. Encore de petites choses à vous demander. On vous sent très à l'aise d'ores et déjà dans ce club de l'US Avranches. Vous y avez trouvé presque une famille, on a l'impression. Totalement, on est une famille. Le coach me donne beaucoup de confiance, tout le monde. Donc ça fait que on est tous pareils. Tout le monde est important dans cette équipe et c'est le plus important. Obligé de vous demander maintenant, 3 doublés de suite en national, c'est pas si commun. Vous allez vous arrêter où, Godwin? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de ralentir. Aucune. Il y aura un dernier match dans cette 24e journée. Le FC Versailles qui accueille le FC Borgo. C'est un peu l'énorme duel des extrêmes, Vincent, parce que le FC Borgo est lanterne rouge. Le FC Versailles a l'occasion de pouvoir reprendre la tête du championnat en cas de victoire ce lundi. Mais le FC Versailles est dans la pire série de sa saison 2022-2023. Elle est à relativiser, cette pire série. Ouais, elle est relativisée parce que c'est que 2 défaites d'affilée. Mais encore une fois, pourquoi on dit chaque semaine que ce championnat il est extraordinaire, c'est que même si Versailles est dans sa pire série depuis le début de saison, 2 défaites d'affilée et tout le monde a de la chance chaque week-end. À chaque fois on dit tiens, un tel a perdu et l'autre il peut faire un gros coup, mais non, finalement personne n'a fait de gros coup. Là, Versailles a l'occasion de repasser en tête de ce championnat en sachant qu'ils auront toujours un match de plus que Concarneau face à une équipe de Borgo qui n'a toujours pas gagné à l'extérieur, mais qui a quand même une belle petite équipe et qui fait beaucoup de très très bons résultats, mais à domicile. Maintenant, pour Borgo, pareil, s'ils veulent se maintenir, forcément, il va falloir gagner beaucoup de matchs à domicile, mais il va falloir acheter quelques points à l'extérieur aussi. Et on rappellera que cette équipe de Borgo aime bien les gros. On se rappelle, il y a le match nul la semaine dernière au Mans. Il y a eu le match nul aussi également à domicile contre Nancy, la victoire contre Châteauroux. Enfin bref, cette équipe est étonnante à l'image de son coach. On en a bien parlé la semaine dernière d'Alexandre Torres qui est pour nous une révélation et un garçon dont on ne parle pas assez dans cette saison 2022-2023, qui réalise un boulot fantastique et on espère bien sûr vous le proposer en interview le plus rapidement possible dans le Tour des Stades pour parler de sa philosophie. Il mériterait un sujet, ce garçon. Vous en avez très bien parlé la semaine dernière, mon cher Vincent. Affiche Canal+ Foot à retrouver ce lundi 21h, bien évidemment en direct, et ce sera la dernière rencontre de cette 24e journée. Voilà les amis, avant de se quitter, un petit point sur le classement. Vous avez tous les résultats, en tout cas concernant les matchs du vendredi soir. Le classement apparaît sur votre écran. Martigues en tête, 2 points d'avance sur Concarneau. Versailles est 3e à égalité de points avec les Tonniers. Le Red Star reste 4e à 1 point derrière les Tonniers et les Versaillais. Dunkerque à la 5e place se rapproche du podium. Derrière, on a le véritable ventre dur dont on vous parle. Il n'y a plus de poursuivants. Maintenant, c'est le ventre dur direct. Entre Sedan 6e et Villefranche 1er relégable, il n'y a plus que 5 points d'écart. Même Sedan, que l'on pensait pouvoir jouer la montée, peut être aussi également gêné, on va dire, par cette lutte pour la descente. Le Mans est au bord du précipice. Ils ne sont pas encore dans la zone rouge. La Berrichonne, elle sort de cette zone de relégation. Bourg et Villefranche sont relégables ce soir. Et puis, si le Puy se rapproche de la sortie pour Saint-Brieuc, Paris 13 et le FC Borgo, il y a une véritable urgence. Voilà ce classement, il va encore évoluer et dès la prochaine émission, dès la prochaine journée qui aura lieu la semaine prochaine, on sera rentré dans le sprint final, les 10 dernières journées. Vincent, vous allez me faire quelques analyses du cœur avant qu'on attaque ces 10 dernières journées parce que je pense que le palpitant... rendez-vous demain chez le docteur. Ouais, moi je vais en faire de même, vous inquiétez pas, le palpitant risque d'en prendre un coup. Donc soyez méfiants aussi également du côté de chez vous. Ça va être extraordinaire jusqu'à la dernière journée et on sera là pour tout vous raconter comme d'habitude. Prenez soin de vous les amis, passez un excellent week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine sur FFF TV. Salut.